Yannick Jadot, merci d'être notre invité ce soir dans Toute franchise, candidat à l'élection présidentielle. Alors cette semaine, vous avez dit auprès de nos confrères du Monde vouloir sortir de votre réserve et vouloir taper fort sur toute une série de sujets. On vous prend un peu au mot ce soir. Et en tête des sujets que vous listez, sur lesquels vous voulez avancer fortement, il y a les enjeux sanitaires. On va commencer par la situation en Guadeloupe. Avec une cinquantaine d'agents du GIGN du RAID qui sont envoyés en renfort sur l'île après des nuits d'émeutes et de violences sur fond de contestation contre le pass sanitaire, contre la vaccination obligatoire. On va venir au fond de ces revendications, mais il y a la violence donc. Est-ce que vous adhérez à la réponse sécurité apportée actuellement par le gouvernement ? Je condamne toutes les violences, et notamment les violences, les destructions de magasins, de bâtiments publics, d'habitations, de logements. Tout ça est terrible, tout ça est intolérable. Et il est normal que l'État engage des forces pour rétablir la paix en Guadeloupe. Alors sur le fond, maintenant, tenter de rétablir la paix sur le fond. Il y a une réunion qui se tient demain autour du Premier ministre sur cette question. Que faut-il faire, Yannick Jadot ? Est-ce qu'il faut revenir sur les sanctions contre les soignants, ce qui a mis aussi le feu aux poudres ? Est-ce qu'il faut rester inflexible et intraitable ? On a un sujet, vous le savez, dans beaucoup de territoires d'outre-mer. C'est que très souvent, l'État s'est, pendant des décennies, désengagé de ces territoires, laissant parfois les services publics, les situations sociales dramatiques, très loin des exigences qu'on a en métropole. Regardez simplement quand vous annoncez les chiffres du chômage. Vous annoncez les chiffres du chômage en métropole. Comme si, au fond, nos territoires d'outre-mer, l'outre-mer, n'étaient pas la France. Prenez l'hôpital. Ça fait 30 ans que cet hôpital attend d'être rénové. Vous vous rendez compte que dans certains services, quand vous êtes hospitalisé, on vous demande de venir avec votre eau potable. Parce que l'eau est très polluée. Et vous savez qu'il y a un drame sanitaire absolu qui touche 90% de la population en Outre-mer, c'est le chlordécone. Et cette où situation... l'État a menti pendant des décennies, où vous avez un président de la République, le président de la République, Macron, qui il y a encore 2 ans, pendant le débat des Gilets jaunes, avait contesté le caractère cancérogène du chlordécone. Donc Tout ça pour dire... Vous dites comme d'autres, Yannick Jadot, que la situation de tension, c'est la responsabilité du gouvernement, voire c'est la responsabilité de ce gouvernement, mais de l'État depuis plus longtemps que ça. Et comment on y répond ? Maintenant, comment on fait, notamment sur la question sanitaire ? Il faut avoir une politique, une stratégie sanitaire, évidemment de vaccination, mais qui soit construite avec les actrices, les acteurs locaux. C'est pas au président de la République, je l'ai dit, dans cette situation-là, il ne pourra pas convaincre une bonne partie des Martiniquaises, des Martiniquais, des Guadeloupéennes. On peut reprendre la Guadeloupe, la Guyane et d'autres territoires. C'est pas lui qui peut convaincre. Il faut que ce soit des malades de Guadeloupe, de Martinique et d'ailleurs, des médecins, des infirmières, des infirmiers qui disent le drame absolu de cette pandémie, qui disent à quel point il y a des morts, que c'est une réalité, qui disent à quel point le Covid long peut être un désastre pour la vie à venir. Et que si on arrive à développer des campagnes de vaccination construites localement, répondant aux doutes, aux interrogations locales, je suis sûr qu'on aura une possibilité plus forte de lever les doutes et de faire que les femmes et les hommes se vaccinent. Voilà pour la tension, la situation en Guadeloupe. On a vu des tensions au niveau européen. Bien Maintenant, sûr. encore des manifestations cet après-midi en Belgique. On a parlé ces dernières heures de Vienne. Alors là, c'est l'extrême droite qui a appelé à manifester. Il y a eu Rotterdam avec des émeutes. Rome, manifestation plus dans le calme, mais manifestation tout de même. Est-ce que vous craignez que ce niveau de tension arrive en France, en gros que cette 5e vague de contamination soit à nouveau une 5e vague de tension dans notre pays ? Il y a beaucoup de tensions dans nos sociétés en ce moment. Évidemment, la pandémie a ajouté de la tension. Le fait d'avoir perdu une part de notre socialisation nous a fait perdre une part de joie, de bonheur partagé. Et on le voit dans tous les espaces de la société. C'est très tendu. Il y a une violence latente, elle est sur les réseaux sociaux, elle est dans certains stades de foot. Donc au fond, il va falloir trouver le chemin pour apaiser de nouveau la société. Comment on fait face à cette vague ? Comment on fait face à cette vague ?
On doit tous et tous retrouver la discipline sur les gestes barrières. On s'est trop relâché. Les Français se sont trop relâchés. Mais on est tous responsables. Vous voyez bien, moi ça m'arrive y compris de faire des visites et d'un seul coup, on tend la main. Les gens portent le moins le masque. Donc, il faut tous qu'on retrouve cette discipline collective. Les masques, c'est devenu insupportable, mais c'est un outil nécessaire. On avance sur les outils, oui. Deuxième chose, évidemment, les capteurs de CO2. Ça fait quand même bientôt 2 ans qu'on sait qu'il faut mettre des capteurs de CO2 pour savoir un peu quel est le niveau de concentration du carbone, mais qui est révélateur, au fond, du niveau potentiellement de contamination. Il faut mettre ces capteurs de CO2. Ça fait longtemps qu'on en parle. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement ne l'a pas fait. Et puis nous savons qu'on est entré dans une nouvelle phase à laquelle je pense, c'est peut-être aussi l'explication des tensions. Personne ne s'attendait. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes vacciné, mais les contaminations continuent. Au fond, le vaccin n'empêche pas les contaminations. Heureusement, le vaccin, attention, hein, le vaccin empêche de tomber gravement malade dans la plupart des cas. Du coup, mais face à ce constat, que fait-on? Donc, il nous faut aujourd'hui non pas seulement s'inscrire dans une logique où on va se faire vacciner tous les ans, mais combattre à l'échelle mondiale la pandémie. Quand vous avez seulement 4% de vaccinés en Afrique, vous imaginez bien qu'on va avoir des variants qui vont se développer, qui vont venir nous percuter. On va être très concret. Comme au niveau mondial. Yannick donc moi, Jadot, ce que je demande, moi je pose les questions aussi, mais Yannick Jadot, donc vous, aux manettes, au pouvoir aujourd'hui, vous faites comment pour accélérer la vaccination mondiale, pour prendre votre part à cet effort? Je vais voir le commissaire Breton la semaine prochaine. On est en session à Strasbourg. Rendez-vous est pris. Je vais demander au commissaire Breton de relancer la perspective d'une levée des brevets sur les vaccins. On a les quelques boîtes, dont Pfizer, qui font les vaccins, ont amassé 34 milliards d'euros de bénéfices sur les 10 premiers mois de vaccination. 34 milliards d'euros de bénéfices. Et on nous dit, en fait, ça va être simple, vous allez faire un vaccin, une vaccination tous les ans. Le prix des vaccins augmente. On est passé à près de 20 € la dose, ce qui n'était pas le cas il y a encore 6 mois. Moi, je ne m'inscris pas dans une logique où, au fond, l'argent public, la sécurité sociale pour nous, permet à des groupes pharmaceutiques de se gaver. Et donc, du coup, vous leur demandez quoi? Il faut lever les brevets. Vous savez, il y a 1 an, on se battait déjà pour la levée des brevets. On disait, oh, c'est pas la peine, ça mettra 6 mois à installer des chaînes de production, notamment dans les pays du Sud, c'est pas la peine, d'ici là, on aura résolu les problèmes. Non. On n'a rien résolu. Il faut lever les brevets, il faut permettre l'installation de chaînes de production massives de vaccins, y compris dans les pays du Sud, et pour qu'on ait une vaccination beaucoup plus large. Et que nous-mêmes, nous soyons en capacité de réindustrialiser l'Europe en matière de vaccins. La France est un pays où il y a des usines qui produisent des vaccins. Mais vous savez que ce n'est que des usines d'embouteillage, où là on met en bouteille les vaccins, où on les produit pas. Yannick Jadot, on verra quelle sera l'issue du coup de ce rendez-vous pris la semaine prochaine. Mais c'est aussi la responsabilité de la France. En tant que président de la République, en tant que président de la République, j'imposerai ou je me battrai au niveau européen, au niveau international, pour la levée des brevets. C'est dans la loi internationale, c'est dans la loi européenne. Il nous faut vacciner massivement le monde entier, sinon on ne sortira pas de cette pandémie. On ne sortira pas de cette pandémie. On ne peut pas rester dans la pandémie pour que des groupes pharmaceutiques se gavent sur l'argent public. Sur ce point, je crois que là, le message est clairement passé. Je vais développer encore d'autres questions très concrètes. Vous savez que l'Autriche passe à la vaccination obligatoire. On a comme le sentiment qu'un tabou a quand même été levé, du coup, en Europe sur ce sujet. Le 23 août 2021, vous disiez que la vaccination obligatoire pouvait être un dernier recours. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites qu'on est à l'heure du dernier recours et qu'il faut passer à l'étape de la vaccination obligatoire? Non, parce qu'on a changé. Alors, vous voyez bien que, y compris l'Autriche, est en retard sur la vaccination. On voit les pays d'Europe de l'Est très en retard sur la vaccination, y compris sous la pression des fake news russes qui continuent à intervenir dans les politiques sanitaires comme dans la politique européenne. Et nous, au fond, on est sur la bonne trajectoire en matière de vaccination. Il faut aller chercher les derniers 6 millions
de Français. Comment on fait qui ça n'ont pas- Encore une fois, Yannick quand Jadot, j'ai comment discuté, vous savez, j'ai discuté avec le président de la Croix-Rouge. Et le président de la Croix-Rouge, il me dit, quand vous passez 20 minutes, une demi-heure, avec des personnes qui jusqu'ici n'étaient pas vaccinées, parce que ce sont des personnes souvent qui sont éloignées des systèmes de santé, dans les zones rurales, dans les quartiers populaires, en fonction de leur âge ou en fonction de leurs facteurs de comorbidité, comme on dit. Et bien, quand on passe une demi-heure avec ces personnes-là, au bout d'une demi-heure, on a levé les doutes et ces personnes acceptent de se faire vacciner. Et bien, c'est ça qu'il faut faire. L'autre levier qui n'a Mais pas encore encore une été fois, utilisé. moi, je souhaite que, comme je l'ai dit pour la Guadeloupe, la vaccination, ça n'est pas un référendum pour ou contre Macron. Même si vous détestez Macron, vaccinez-vous. Vous ne faites pas vacciner pour faire plaisir à Macron. À l'inverse, moi j'aimerais, je l'ai dit, que les campagnes de communication, ce ne soient pas les campagnes de communication du gouvernement, qu'on mette des malades qui racontent qu'ils ont hésité à se faire vacciner, ils ne se sont pas fait vacciner, ils sont aujourd'hui Comme dans des vous l'avez situations proposé il y a quelques sanitaires instants pour la catastrophiques. Guadeloupe. Exactement. Entendu sur ce point, il y a un levier qui n'a pas été utilisé, c'est de passer aussi du pass sanitaire au pass vaccinal. C'est une étape que franchit l'Allemagne, d'ailleurs, ces dernières Oui, mais heures, même là, sans le je dire l'ai dit, exactement comme ça. allons d'abord vers les Donc ce publics levier non plus. éloignés de la vaccination. En revanche, ce qu'il faut aujourd'hui, puisque nous sommes en nouvelle pandémie, enfin, en nouvelle vague, avec une augmentation des contaminations, il faut rendre de nouveau le test gratuit, parce que vous avez plein de personnes qui ne se font plus tester. Un test PCR, c'est 44 €. Un antigénique, c'est 22 €. Vous avez des personnes qui ne se font plus tester et qui ne se mettent plus en situation de dire « Ah, je suis positif, je m'isole ». Il faut absolument que les personnes puissent se faire tester et qu'elles puissent s'isoler si elles sont contaminantes. L'autre sujet du moment, c'est la 3e dose pour tous. On voit bien qu'il y a une volonté d'accélération. Vous seriez pour une accélération? Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent oui, 3e dose J'ai pas de problème. et le plus vite possible J'ai pas de problème avec à la ça. développer? J'ai pas de problème avec ça. Je pense que, y compris, je suis d'un âge où je pense que je vais y rentrer assez vite. Non, j'ai pas de problème avec ça. On se pose toutes les questions du moment. C'est celle de la vaccination des enfants qui revient régulièrement. Pas pour l'instant. Les autorités à l'étranger, aux États-Unis, je crois que c'est au Canada également, avancent sur les 5 et plus de 5 ans. Moi, j'y suis pas favorable pour le moment. Pourquoi? J'y suis clairement pas favorable. On n'a pas les études européennes, françaises, qui garantissent qu'il n'y a pas d'effet secondaire pour les enfants. On n'est pas aujourd'hui dans une situation où les enfants développent des Covid qui potentiellement les tuent. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est que ce soit que les parents soient vaccinés. Est-ce que vous craignez une campagne présidentielle sous Covid? On a déjà adapté notre campagne en termes de réunions publiques, évidemment. On fonctionne différemment. Mais s'il doit y avoir une leçon à tirer de cette pandémie, au-delà de la façon dont on va faire campagne, évidemment, en évitant les rassemblements qui pourraient devenir des clusters. J'espère que la situation sanitaire va évoluer favorablement de ce point de vue-là. Mais c'est surtout qu'on tire toutes les leçons. Notre vulnérabilité face à des maladies issues des crises environnementales et de la déforestation. Il y a une seule santé. Vous ne pouvez pas détruire l'environnement et penser que la santé humaine ou la santé animale puisse, au fond, s'affranchir de cette dégradation. Deuxième chose, nous sommes très vulnérables, je l'ai dit, sur nos médicaments, sur nos vaccins. 90% de notre pénicilline qui vient de Chine. Toute une partie, moi je propose un grand plan de réindustrialisation pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique vit de l'argent public. C'est une industrie qui vit de l'argent public puisque vous achetez un médicament, globalement, s'il n'est pas juste de convenance, il vous est remboursé. Donc on peut exiger que la chimie liée à la pharmacie, arrête de polluer en Inde, en Chine, parce que c'est souvent une raison des délocalisations. Donc, on relocalise l'industrie chimique liée à la pharmacie. C'est un enjeu de responsabilité environnementale et c'est un enjeu de souveraineté sanitaire. Et l'un des enjeux, c'est l'hôpital. Et puis l'hôpital public, l'un des enjeux, c'est l'hôpital. évidemment. En 2017, Yannick Jadot, pendant la campagne, vous aviez dit vouloir faire de la santé une priorité nationale. Pour 2022, est-ce que vous dites aux Français, moi, Yannick Jadot, je ferai de la santé et de l'hôpital une priorité nationale? Absolument, absolument. Vous savez, j'ai encore rencontré beaucoup de personnel soignants de l'hôpital cette semaine, notamment le comité interhospitalier qui essaye de réfléchir
à comment on doit gouverner, comment on doit relancer l'hôpital public, le sauver, mais pas avec les personnels soignants, les médecins, les infirmières, les paramédicaux, mais aussi les usagers, les patients de l'hôpital, parce qu'il faut repenser cette gouvernance globalement. De quoi avons-nous besoin? Évidemment, aujourd'hui, on voit qu'on a besoin d'un sursaut d'attractivité. Il y a eu le Ségur de la santé qui n'a absolument pas arrêté une seule démission, que ce soit des démissions de médecins, d'infirmières, d'infirmiers, d'aides-soignantes ou de personnel administratif qui n'en peuvent plus de la façon dont ils travaillent à l'hôpital. Ils ont une vocation extraordinaire. Franchement, ça fait 2 ans qu'ils sont sur le front et pour beaucoup, ils n'ont rien lâché. Mais ils n'en peuvent plus. Vous, Yannick Jadot, donc il faut avoir une augmentation des salaires qui les ramène de la moyenne au C2. Donc il y a eu 183 € liés au Ségur, il faut passer à 300. Deuxièmement, il n'y a pas que le salaire. Vous savez, les personnes que je rencontre, qu'est-ce qu'elles me disent? En fait, on n'en peut plus. On n'en peut plus parce qu'on fait 50, 60, 70 heures semaine. Que tous les matins, on découvre notre planning. Qu'on n'est pas sûr ce week-end qu'on va pouvoir en profiter avec nos enfants parce qu'on peut être appelé d'urgence. Et donc vous avez tous ces lits qui sont fermés, à la fois parce que le gouvernement a décidé de fermer des lits, et des lits qui sont fermés parce qu'il n'y a plus de personnel soignant. Donc il faut embaucher. Il faut embaucher 100 000 infirmières, infirmiers. Alors on dit, bien sûr, il faut les former. Mais qu'est-ce qu'on a vu dans la première vague? On a vu pas mal, des dizaines de milliers de personnels soignants qui sont revenus à l'hôpital, qui l'avaient quitté, parce que justement, ils n'en peuvent plus des sous-effectifs, ils n'en peuvent plus des horaires impossibles, ils n'en peuvent plus d'être sous-payés, ils n'en peuvent plus d'être gouvernés par des technocrates. Donc on sort les technocrates de l'hôpital, on met la gouvernance de l'hôpital avec les personnels soignants, c'est eux qui doivent diriger l'hôpital. On arrête les feuilles Excel qui réduisent les dépenses quand aujourd'hui on a besoin d'une offre de santé bien meilleure que celle qui est fournie aujourd'hui. Et puis, encore une fois, on se donne les moyens de protéger la santé. Il n'y a pas que l'hôpital, mais l'hôpital, c'est le joyau de notre système de santé. Au-delà de l'hôpital, en fait, justement, sur les moyens, une question que je me posais, c'est sur le financement de vos mesures. Parce qu'il y a des choses qui se détachent assez clairement. Par exemple, pour Marine Le Pen, on sait que c'est par l'immigration ou par la fraude qu'elle va financer ces mesures. La lutte contre la fraude. Vous savez, regardez, je vais jusqu'au bout de ma question. C'est intéressant sur Le Pen. Je vais aller vraiment jusqu'au bout de ma question. Jean-Luc Mélenchon, lui, il dit taxer les profiteurs de crise, par exemple. C'est très net pour eux. Je pense qu'on l'a à peu près à l'esprit. Vous, je pense que spontanément, on ne sait pas comment vous financez vos mesures. Alors moi, j'ai vu passer par exemple l'ISF climatique dans ces mesures-là, comme le propose d'ailleurs Anne Hidalgo. Mais vous voyez aussi des personnes qui hurlent en disant voilà encore un moyen de faire partir les entreprises, voilà une manière de faire de l'écologie punitive. Comment vous trouvez l'équilibre pour financer vos mesures sans faire peur? C'est intéressant que Marine Le Pen prétende sauver l'hôpital en se débarrassant des migrants. Financer ses mesures, son programme. Financer son programme. D'accord. On a 30 000 médecins migrants à l'hôpital public. 30 000 médecins migrants. On a 40 000 infirmières et infirmiers migrants. Donc toute cette extrême droite qui prétend sauver l'hôpital public va le mettre un peu plus à bas en voulant réexpulser et se débarrasser de personnel qui aujourd'hui, y compris sans bénéficier des statuts ni des salaires des salariés français, font tenir l'hôpital public. Comment vous financez votre programme à vous? Mon programme d'investissement, c'est 50 milliards par an. 2% du PIB. C'est à peu près ce qui se passe dans les grands pays aujourd'hui. 25 milliards, c'est sur la reconstruction de l'économie. On investit sur le logement, les bâtiments, y compris l'école, l'hôpital, pour qu'ils consomment moins d'énergie. C'est de l'investissement comme les énergies renouvelables, comme les transports, pour combattre toutes les dépenses contraintes des ménages. Quand vous investissez sur le logement, quand vous investissez sur les transports collectifs, quand, comme je le propose, on rend gratuit la première année le covoiturage, pour changer tous les comportements, on redonne du pouvoir d'achat aux Françaises et aux Français et on réindustrialise notre pays. Ça, c'est la partie reconstruction. Et puis 25 milliards sur la partie réparation. On a besoin de réparer notre société. L'école, les jeunes qui font la queue pour aller chercher un colis alimentaire. 10 millions de Français qui vont chercher des colis alimentaires selon le dernier rapport du Secours catholique. Donc on doit réparer la société, 25 milliards. Comment je finance? Je finance en étant beaucoup plus rigoureux sur la gestion de l'argent public. Vous vous rendez compte que dans les baisses d'impôts permanentes
du gouvernement, comme dans ses politiques publiques. Ils donnent plus d'argent public aux plus riches. Ça a été la suppression de l'ISF, ça a été la flat tax, la baisse de la fiscalité sur le capital. Est-ce que ça a augmenté l'investissement? Le président de la République et le ministre de l'économie ont menti sur ce sujet. Ils avaient annoncé que si ça n'augmentait pas l'investissement, ils reviendraient dessus. On sait que dans notre pays, sous le quinquennat Macron, les très très riches ont augmenté. Donc je rétablis l'ISF, un ISF climatique, c'est-à-dire qu'en fait, si votre patrimoine financier, pour les plus riches, il y a beaucoup de patrimoine financier, participe, par exemple, des projets d'exploitation d'énergie fossile, eh ben, il y a un malus. Vous payez plus. On remet la flat tax. Mais j'assume que notre pays, dans le cadre du plan de relance européen, dans le cadre de nos relations avec la Banque centrale européenne, nous allons emprunter pour investir. Parce que la dette publique aujourd'hui, elle se refinance à zéro. Vous n'avez pas un économiste sérieux, y compris au Fonds monétaire international, qui vous dise la dette aujourd'hui est un problème. Ce qu'on sait, c'est que le climat est un énorme problème. Et moi, je ne veux pas, comme le propose Macron pour le prochain quinquennat, je ne veux pas faire de l'austérité parce qu'à la fin, cette austérité qui sacrifie l'hôpital, qui sacrifie l'école, qui sacrifie nos territoires, qui nous empêche de réindustrialiser, à la fin, c'est Zemmour ou Le Pen qui gagneront une élection présidentielle. Je vous ai posé la question sur le financement, c'est toujours intéressant, mais comme on a évoqué du coup l'immigration en parlant d'hôpital, moi je vais rester du coup sur l'immigration. Il y a un problème de pénurie de main-d'œuvre dans le pays aujourd'hui. Oui. Ça freine la relance. Il y a une étude qui a montré, une étude du Conseil d'analyse économique qui dit on manque d'immigration par le travail. L'immigration n'est pas un problème, c'est une solution par le travail avec une immigration qualifiée. Est-ce que vous dites aujourd'hui, moi, Yannick Jadot, président, je fais venir massivement une immigration qualifiée et économique de travail pour c'est pas je fais venir une immigration, je fais venir massivement une immigration. On a besoin aujourd'hui, en fait, la réalité, c'est quoi l'immigration aujourd'hui dans notre pays? Ce sont des réfugiés, ce sont les conventions internationales. C'est le droit européen au-delà de notre devoir d'humanité. Je l'ai déjà dit, 4000 réfugiés, femmes, hommes, enfants, qui sont en train de mourir de froid dans les forêts de Biélorussie, sur un continent de 450 millions d'habitants, ça n'est pas un problème. On est déstabilisé à cause de nos débats publics, pas à cause du nombre. C'est le regroupement familial. Mais depuis des décennies dans notre pays, c'est aussi du droit international, ça s'appelle la Convention de Genève. Et après, il reste l'immigration économique. Vous avez raison. On a quoi, 30-40 000 migrants économiques dans notre pays? C'est pas un sujet. Vous savez, je fais le tour à la fois des syndicats de salariés, des entreprises, mais nulle part, quand vous parlez aux patrons ou quand vous parlez aux salariés, dans les entreprises, le débat sur l'immigration existe. C'est pas un sujet. On en a besoin. Immigration et entreprises, Gérald Darmanin a annoncé des contrôles dans les entreprises, justement, qui ont un recours abusif à l'immigration irrégulière. Vous êtes d'accord avec cette multiplication des contrôles? C'est inacceptable. Ces entreprises ou certains secteurs qui ont été trop laxistes, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces personnes vont travailler dans des conditions sous-payées, dans des conditions souvent de risque beaucoup plus élevés, et ça participe d'un débat moisi dans notre pays. Alors, je l'ai dit, à chaque fois que vous, y compris sur votre antenne, vous évoquez, vous savez, cet apprenti de la boulangerie de Besançon, Stéphane Ravaclé, le boulanger, qui s'était mis en grève de la faim parce que son apprenti, Laye Fodé Traoré, il était expulsable alors qu'il en a besoin tout simplement pour sa boulangerie. Les mêmes assistants de vie dans l'EHPAD, Ronaldo Mbombe, et c'est marrant, vous savez qui s'est mobilisé à Aurillac pour qu'il soit régularisé? Les députés LR, alors que leurs candidats passent de plateau en plateau, y compris sur le vôtre, pour dire plus jamais les migrants, c'est la cause de tout, c'est le mal à tout. Ça, c'est chez les autres. Mais au sein d'Europe Écologie Les Verts, à la fin de la semaine, là, on a des questionnements sur votre ligne.
Sur la mienne ? Votre ligne générale, collective. Julien Bayou, cette semaine, dit qu'il faut régulariser tous les sans-papiers. Quelques jours plus tôt, c'est Sandrine Rousseau qui a exprimé une position à peu près similaire. Et vous, cette semaine, du coup, vous avez un peu recadré les choses en disant, nous, ce sera... Moi, en tout cas, plutôt au cas par cas. C'est quoi votre ligne, du coup, mais à la fin de la semaine, ma ligne, c'est que, vous voyez bien, on a l'enjeu 1, le cadre. Vous voyez bien la situation absurde. Vous avez les Britanniques qui gèrent la question de la migration à Calais. Ils nous renvoient la responsabilité, la gestion, y compris de leur inaction et de leur sortie de l'Union européenne. Nous, on renvoie les migrants à l'Italie, à notre frontière. L'Italie les renvoie en Libye. Et si vous prenez le chemin de l'Est, vous arrivez en Turquie et en Biélorussie. Est-ce qu'à un moment donné, on va être responsable ensemble, on va arrêter d'avoir peur de Le Pen et de Zemmour qui n'offrent de solution à rien, qui ne cherchent que des boucs émissaires, pas de solution, et qu'on a enfin une politique européenne de migration. On a besoin... Vous vous rendez compte qu'on est dans un... Il y a 5 ans, tout le monde se moquait, en étant effaré, mais tout le monde se moquait du mur entre les États-Unis et le Mexique de Donald Trump. Et aujourd'hui, vous avez des responsables politiques. Et je n'ai pas vu le gouvernement français dénoncer le fait qu'on mette des murs, des barbelés, des miradors aux frontières de l'Europe. Ça fait débat au sein du gouvernement. Ils soutiennent tous les accords de libre-échange. La finance, on ne la régule pas. Les marchandises, on ne les régule pas. Mais les femmes et les hommes, on met des murs et des barbelés. C'est pas acceptable. Au sein du gouvernement, il n'y a pas unanimité sur la question du mur. Vous les avez vus dénoncer la Pologne ? De la Pologne, il y a un vrai questionnement et un vrai débat au sein du gouvernement pour savoir s'il faut oui ou non. Tant mieux, ils en discutent au sein du gouvernement. Mais vous avez vu, vous vous souvenez du président de la République en campagne ? Non, il était ministre en campagne. En 2017, quand il critique la position de Valls, très violente vis-à-vis d'Angela Merkel, lui-même, à ce moment-là, avait un discours de responsabilité. Rien n'est simple. Rien n'est simple en matière de migration. Justement. Les tensions dans notre pays sont très, très dures. Rien n'est simple, mais notre responsabilité aujourd'hui, c'est d'assumer à l'échelle européenne la gestion de ça, parce que sinon on se retrouve entre les mains de Loukachenko, le Biélorusse, on se retrouve dans les mains de Poutine, d'Erdogan et de tous les autres, et c'est inacceptable. On s'arrête sur ce sujet-là. Vous l'avez déjà dit, vous êtes favorable, vous, à l'accueil des migrants qui sont coincés à cette frontière polonaise. Jean-Yves Le Drian, il a été l'invité du grand jury aujourd'hui sur notre antenne, et il a alerté. Il dit, il y a le Haut-Commissariat aux réfugiés qui est sur place, qui va traiter les réfugiés. Il dit, attention, il faut rappeler que c'est une manipulation, qu'ils sont utilisés, c'est de la traite d'humains pour nous diviser. Et sa réponse est de dire, il ne faut pas se laisser emporter par de bons sentiments qui deviennent de mauvais sentiments. C'est terrible. Je trouve ça terrible. Vous vous rendez compte que Le Drian, ministre des Affaires étrangères de notre pays, la France, qui dit « Nous sommes déstabilisés, l'Europe est déstabilisée par 4000 migrants à la frontière biélorusse et de la Pologne ». Il ne dit pas que l'Europe est déstabilisée aujourd'hui, mais que la volonté, il le dit. Mais pourquoi ? Mais bien sûr que la volonté de Loukachenko, c'est de nous déstabiliser. Mais pourquoi on se déstabilise ? C'est céder et c'est encore une fois, est-ce que Loukachenko, soutenu par Poutine, soutenu par Bachar el-Assad, ont voulu déstabiliser l'Europe avec ces migrants ? Oui. Le problème n'est pas de savoir si on se laisse déstabiliser en laissant mourir dans la forêt des femmes, des hommes, des enfants, où il fait 0 degré, où on les rejette avec des canons à eau. Imaginez passer la nuit trempée quand il fait 0 degré parce que vous avez été rejeté avec des canons à eau. Est-ce que le sujet, c'est la volonté de Loukachenko ou notre propre problème à se laisser déstabiliser par 4000 migrants ? Ce que je propose, c'est qu'évidemment, on les soigne, on les fasse rentrer d'ailleurs. Quand ils ont fait ça avec la Lituanie, il y a eu un camp de réfugiés en Lituanie. Et puis ces personnes, si elles doivent bénéficier de l'asile, elles bénéficieront de l'asile. Si elles ne peuvent pas bénéficier de l'asile, elles seront reconduites dans les pays d'origine. Ça, c'est sur la frontière polonaise, mais on revient un instant aussi à la France. L'immigration en France, c'est la jungle de Calais, et c'est Gérald Darmanin qui donne une interview aux Parisiens encore aujourd'hui. Pour lui, en tout cas, la ligne du gouvernement est claire. Nous avons pris une voie raisonnable, dit-il, et républicaine entre l'hyper-naïveté d'une certaine gauche et l'obsession immigrationniste de LR qui singe Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Pour lui, oui, il faut continuer de mettre fin à cette jungle pour des raisons de sécurité, des raisons également sanitaires. Et alors, il va y arriver ? Il va y arriver depuis tant d'années ?
Non, mais moi, je veux bien. Donc il faut y je veux arriver. bien ces coups de menton. Comment on fait? Je veux bien, si vous voulez, dans le gouvernement précédent, sous Hollande, à un moment donné, il y a eu la volonté à la fois de redistribuer ces populations dans des centres d'accueil, et puis d'essayer de gérer, parce que vous avez aussi des gamins qui veulent rejoindre leur famille de l'autre côté de la Manche. C'est ça la réalité. Et en fait, vous avez des coups de menton où depuis des années, on arrache les tentes. On empêche ces gens même de survivre. On empêche les associations. Toutes les instances juridiques françaises et européennes dénoncent la maltraitance des personnes à Calais. Et on ne règle rien. On se fait plaisir en humiliant ces personnes. Et bien moi, je veux sortir de ça justement pour commencer à être efficace. Le gouvernement français regarde du côté de Boris Johnson en disant la Grande-Bretagne on doit renvoie prendre toujours sa aux part. autres. C'est trop facile de renvoyer toujours aux Il autres. regarde du côté de la Grande-Bretagne en disant Boris Johnson doit prendre sa part, doit même changer sa législation pour arrêter en gros ce flux. Mais pourquoi on gère les migrants britanniques? Expliquez-moi. Pourquoi on devrait gérer les migrants britanniques? Y compris, on a un problème. Les Britanniques sont sortis de l'Union européenne. Donc, ils sont sortis des accords de Dublin sur la gestion des migrants. Donc, en fait, les Britanniques sont hors la loi du point de vue de la gestion des migrants et ils nous renvoient la responsabilité et on accepte un chèque pour gérer leur inaction. C'est ça l'accord de Touquet, signé par l'ami de M. Darmanin, le président Sarkozy. Jean-Yves Le Drian, parce qu'il y a de nombreux dossiers, on va y venir, on va parler aussi de la pêche qui concerne Boris Johnson en ce moment. Il dit de Boris Johnson que c'est un dirigeant populiste. Bah oui, ça c'est pas... Voilà, mais ça c'est pas... J'imagine que Boris Johnson a la mèche encore plus décoiffée que d'habitude. Non, il faut être un peu sérieux. Pourquoi on a un problème avec les pêcheurs ? Parce que la France n'a pas défendu nos pêcheurs artisans. Justement, j'ouvre ce dossier-là. Mais la France n'a pas défendu ses pêcheurs artisans. Emmanuel Macron, très critiqué, effectivement, après les propos de l'une de ses ministres qui avait parlé d'indemnisation si on envoyait les bateaux à la casse. Emmanuel Macron a réagi en disant qu'il promettait de ne pas lâcher les pêcheurs, que la France ne céderait rien et que si sanctions il devait y avoir, sanctions, il y aura. Il a même mis un coup de pression sur la Commission européenne en disant si la Commission ne nous défend pas, on en prendra, on en tirera en gros les conséquences. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu procès en capitulation, mais est-ce que vous dites là, il reprend les choses en main ? Mais on attend de voir les résultats. Qu'est-ce qui s'est passé dans la négociation du Brexit ? La France devait, vous savez, l'accord sur la pêche, c'est de dire en fait, tous les pêcheurs qui pêchaient déjà pourront continuer à pêcher. C'est ça le principe. Et en fait, la France devait fournir dans le cadre de cet accord, les critères qui permettaient évidemment d'intégrer tous les bateaux, tous les pêcheurs qui allaient pêcher dans la flotte britannique. Sauf que la France a omis d'intégrer les critères qui intégraient les moins de 12 mètres, les bateaux de moins de 12 mètres. En fait, comme par hasard, et on n'est pas surpris, la France a favorisé ses pêcheurs les plus puissants et a abandonné ses pêcheurs artisans. Ce qui veut dire, vous savez, moi je me suis battu avec les pêcheurs contre la pêche électrique. Vous vous souvenez ? La pêche néerlandaise qui bousillait les fonds marins, qui empêchait nos pêcheurs de trouver de la sole, notamment, et de faire vivre ces territoires. Eh bien, moi, je veux que le président de la République s'engage à pas simplement indemniser nos pêcheurs. C'est leur vie, c'est leur métier. Pour avoir été pêché avec eux, vous savez, souvent nos pêcheurs, le bateau, il vient de leur père, qui probablement venait de leur grand-père. C'est un métier très difficile. Vous vous levez au milieu de la nuit, dans des conditions très difficiles, mais c'est un métier, de famille, c'est un métier de territoire, c'est un métier de passion. Et ils disent aujourd'hui, mes enfants, j'ai pas envie de leur transmettre le bateau. C'est devenu trop dur. Il y a toute la pêche industrielle qui vient ravager nos côtes, qui vient prendre tout le poisson. Et s'il n'y a pas de poisson, vous le savez, il n'y a pas de pêcheurs. Et moi, je veux l'engagement du président de la République pour les semaines, pas simplement à compenser pour que les pêcheurs deviennent des pizzaiolos ou voilà, mais qu'ils puissent rester pêcheurs et qu'on les protège vis-à-vis des pratiques intolérables de la Grande-Bretagne et qu'ils puissent trouver des zones de pêche en Grande-Bretagne parce que ce sont des eaux poissonneuses. Alors, il y a eu aussi un procès en impuissance pour le gouvernement dans le dossier Ascoval, la série, qui a voulu déplacer 40% de son activité vers l'Allemagne pour des questions de coût de l'énergie. Le charbon, c'est là-bas, c'est moins cher qu'ici en France. Le gouvernement s'est mobilisé.
Ascoval est revenu en arrière. Mais il y a quand même procès en impuissance avec Xavier Bertrand. Vous avez forcément vu la séquence qui a interpellé le président en disant que ce n'est pas la solution satisfaisante, vous n'allez pas assez loin, notamment sur les prix de l'énergie. Ascoval, vous faites quoi, vous, président? Il nous faut une politique industrielle dans notre pays. Historiquement, on a une grande politique industrielle dans notre pays. Y compris, ça a donné le nucléaire. On est pour, on est contre, mais c'est une grande politique industrielle. Il y a une époque, on avait une grande politique industrielle en matière de sidérurgie et sur un certain nombre de secteurs. L'Europe n'a pas de politique industrielle, ce qui est un vrai problème, un énorme problème. Mais depuis des années, il n'y a plus de politique industrielle dans notre pays. C'est-à-dire qu'on nous promet des innovations à 2040, on fera l'avion vert, on fera de nouveau 2030, mais pour que ce soit effectif en 2040. Mais on ne maintient pas nos entreprises. On n'a pas maintenu nos entreprises sur les pneus. Vous savez pourquoi nos entreprises de pneus disparaissent? Parce qu'en fait, on ne se protège pas des Chinois. Les États-Unis mettent de l'anti-dumping pour se protéger du dumping chinois. Nous ne le faisons pas. Sur la sidérurgie, on a besoin de sidérurgie. Et moi, je ne veux pas que la sidérurgie dont on a besoin, elle aille, y compris dans des pays où elle va polluer, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de normes, où elle va profiter. Ça, c'est le constat, mais comment vous faites? Alors, c'est on a enfin une politique européenne sur les marchés publics. Vous pouvez, comme les États-Unis, comme la plupart de nos partenaires commerciaux, quand vous faites des marchés publics, c'est 10% du PIB, nos marchés publics, c'est énorme. Vous préférez des entreprises européennes à des entreprises non européennes. Ce sont des secteurs stratégiques, on les protège. Le Buy European Act. Le Buy European Bruno Act. Le Maire, sur cette antenne, cette semaine, a dit il a menti. Il a dit qu'il pourrait être d'accord. Il a menti. Il a menti, Bruno Le Maire. Encore il y a 3 semaines, son ministre du Commerce, Franck Riester, devant les députés européens en charge des questions internationales, toutes couleurs politiques confondues, il a dit « Nous n'avons jamais défendu le Buy European Act, nous ne voulons pas le défendre parce que notre sujet, ça n'est pas de protéger nos marchés publics, c'est de conquérir les marchés publics des autres pays. » Donc il a dit « Pas question ». Et ce n'est pas surprenant puisque en quasiment 5 ans de mandat, évidemment, Emmanuel Macron n'a pas tenu sa promesse. Donc, on utilise la commande publique. 2, on impose à ce qui vient sur le marché européen les mêmes ambitions climatiques, sociales que nous avons chez nous. Moi, je suis rapporteur au Parlement européen sur ce qu'on appelle l'ajustement carbone aux frontières. Notre sidérurgie, qui doit faire des progrès pour sortir du carbone, eh bien évidemment, elle ne peut pas être concurrencée de manière déloyale par de la sidérurgie qui vient d'ailleurs et qui ne fait pas les mêmes efforts. Ça s'appelle ce que j'appelle du protectionnisme vert. Et puis, enfin, moi je l'ai dit sur l'usine Ferropem, par exemple, de Château-Feuillet. Silicium. Le silicium, on en a besoin pour les batteries électriques, pour les panneaux photovoltaïques. On en a besoin pour les microprocesseurs, dont toute notre industrie est en manque. On a besoin pour les produits de la santé. Et ce gouvernement laisse Ferroglobe fermer cette usine alors qu'on a besoin de silicium dans notre pays et on va l'importer de Chine. Alors, eh ben, il peut y avoir aussi, à un moment donné, ce que j'appelle des nationalisations temporaires. Si on ne laisse pas des repreneurs se sucrer comme d'habitude sur l'argent public, vous savez, ils reprennent les entreprises, ils prennent toutes les aides publiques et puis à la fin, ils laissent les salariés tomber. Il peut y avoir des nationalisations temporaires, justement pour se redonner les moyens d'une politique industrielle française et européenne qui garantissent notre souveraineté. Comme le temps passe vite, il faut qu'on garde du temps pour parler aussi de cette campagne présidentielle. Bien sûr. Mais on a parlé de la campagne, on n'a parlé que des sujets de campagne présidentielle. C'était d'ailleurs ma volonté, donc bien sûr je ne le nie pas, mais vous voyez où je veux en venir. De la dynamique de la campagne du côté de la gauche, surtout bien sûr la vôtre de dynamique, elle a été critiquée ces derniers jours, trop absent, pas assez de punch, vous plafonneriez à 7-8%, vous les avez lus les articles, avec aussi ces petits mots d'entourage de Yannick Jadot qui disent que quand même, il va falloir se remobiliser. Et j'ai lu dans la dépêche du Midi cet écologiste qui dit Yannick, il faut qu'il devienne une sorte de De Gaulle écolo. Il en a la stature. Comment vous allez faire pour devenir le De Gaulle écolo, Yannick Jadot? Comment vous allez faire pour réveiller tout ça? On n'est pas endormi. C'est assez étonnant que quand je suis à Glasgow pour la COP26, qui a été un échec effroyable, on dise en fait Jadot, il est à Glasgow, donc il n'y a plus de campagne présidentielle. Glasgow, c'est là où aurait dû être le président de la République. Il y était au début, il a fait un discours, et puis après la France s'est ridiculisée pendant 15 jours à Glasgow. Là où le président de la République devait être, c'est le moment où j'y étais. C'est quand il y a les négociations à la fin. Et vous?
Donc Là, moi je parle j'étais... de vous et de votre capacité à Oui, exister en ce moment. mais écoutez, regardez, il y a un débat sur la chasse qui existe. Nous portons des propositions sur la transition énergétique. On ne veut pas du nucléaire très cher, dangereux d'Emmanuel Macron. On veut des énergies renouvelables parce que ça fera plus d'entreprises et de salariés sur notre territoire, que c'est meilleur pour le pouvoir d'achat des Français. Et puis, nous voulons faire une campagne sérieuse. Alors c'est vrai que je pourrais venir tous les matins sur un plateau de LCI ou ailleurs pour polémiquer avec Zemmour. Peut-être que j'aurai une dépêche, une bonne punchline. Mais nous voulons que pendant cette campagne présidentielle, qui va encore être longue, nous soyons prêts pour répondre aux préoccupations des Françaises et des Français. Et pas simplement sur le pouvoir d'achat, sur l'emploi, sur leur santé, sur les services publics, évidemment sur le climat et la biodiversité, mais qu'on arrive à redonner une perspective à notre pays. Notre pays, vous voyez bien, il souffre d'absence de perspective. Et quand il n'y a plus de perspective, le débat est sur la réécriture du passé. Vous avez toutes les pulsions de mort de Zemmour et des autres. C'est des pulsions mortifères, c'est des pulsions qui veulent diviser les Françaises et les Français. Je l'ai dit, la devise de notre pays, c'est pas racisme, antisémitisme, révisionnisme, c'est liberté, égalité, fraternité. Moi, je veux que mon pays, que ces mots-là, que ces valeurs-là soient vivants pour les jeunes, soient vivants pour les personnes des zones rurales qui se sentent exclues, de l'outre-mer, on en a parlé, pour les gens des quartiers populaires qui se sentent aussi discriminés. Je veux qu'on retrouve la perspective d'un grand récit national autour de l'écologie et qu'on soit fiers de notre pays. Qu'on soit fiers de notre pays. Vous avez à nouveau tendu de la main, parce que ça avait déjà été le cas quand même à Anne Hidalgo et au Parti Socialiste. Je l'avais fait en avril dernier, en mars. Donc en fait, vous retendez la main. Mais qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, elle accepterait de la prendre, cette main, alors qu'elle l'a refusée jusqu'à maintenant? Mais vous savez, la question, c'est pas seulement Anne Hidalgo. Moi, je l'ai dit, je tends la main toujours à tous les progressistes, à tous les humanistes, et pas simplement le Parti socialiste. Mais par exemple, ça vous a pas échappé. On n'a pas lu je tends la main à Jean-Luc Mélenchon ce matin quand on a ouvert le journal. Mais écoutez, c'est marqué. On me pose la question sur Anne Hidalgo, je dis je tends la main aux socialistes et à tous les autres progressistes, à tous les autres humanistes. Je l'ai fait il y a un an, enfin en avril dernier, pas il y a un an. J'ai tendu la main à tout le monde. J'étais le seul responsable politique à mettre toute la gauche et tous les écologistes autour de la table. Simplement, il y en a qui ne veulent pas jouer le jeu, qui veulent retourner à leur boutique. C'est qui? Il y en a qui? Écoutez, Jean-Luc Mélenchon n'a pas voulu venir. Il y avait des représentants de la France insoumise. Les socialistes sont venus, puis après, le truc s'est... Ce que je veux dire, c'est que... Mais ma conviction, c'est pas tant, si vous voulez, que les partis politiques trouvent un arrangement. C'est ma conviction, c'est que la dynamique politique pour gagner cette élection présidentielle. Et ma conviction, c'est qu'on peut gagner. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous dites que Anne Hidalgo, elle peut la prendre, cette main, encore une fois? Est-ce que c'est parce que vous estimez que... Sa responsabilité. Vous savez que c'était la une du GDD aujourd'hui, peut-elle tenir? Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez qu'elle n'est plus en position de tenir, donc c'est le bon moment de lui tendre la main, qu'elle a 5% dans les sondages, que c'est le moment de lui tendre la main, que financièrement, on a vu dans le Figaro des doutes quant au financement de sa campagne, même si elle le balaye, et vous dites, c'est le moment de lui tendre la main? Non, moi, j'ai pas d'ingérence à faire dans la campagne d'Anne Hidalgo et dans le fonctionnement du Parti socialiste. Ça, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est ma conviction qu'on peut gagner l'élection présidentielle de 2022. Vous avez vu, au fond, le second tour, il se fera à 20% ou peut-être moins de 20%. On verra à ce moment-là, mais ça, c'est la situation politique. Et ma conviction absolue, c'est qu'autour du climat, dont tout le monde convient, que c'est une urgence absolue et que le gouvernement Macron, que le quinquennat Macron est un quinquennat de renoncement autour du vivant, de la santé, mais aussi autour de la reconstruction de l'économie avec des entreprises, avec du travail, avec des services publics. Mais nous, on a la cohérence. Anne Hidalgo continue de dire que le Parti socialiste est le plus outillé, avec le plus d'expérience pour répondre à ces attentes que vous exprimez. Bref, cette main que vous avez tendue, est-ce que pour le moment, vous sentez que le Parti socialiste parle avec vous ou pas? Est-ce que vous avez des retours? Le Parti socialiste est un parti qui a une grande histoire, incontestablement. Il était à l'origine de conquêtes sociales et démocratiques incontestables, très fortes. Mais enfin, il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans, on était gouverné par François Hollande. Les socialistes ont gouverné, sur les 10 dernières années, ils ont gouverné 5 ans. On a quand même vu d'incroyables faiblesses, sinon aujourd'hui, des impasses dans le logiciel socialiste.
Il ne sait plus bien s'il doit faire du climat ou pas du climat. Il ne sait plus bien s'il doit faire de la justice sociale ou pas de la justice sociale. Accompagner le libéralisme ou pas le libéralisme. Peu importe, je ne fais pas le procès du Parti socialiste. Mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus gouverner au regard des inégalités sociales, du climat comme de l'affaissement démocratique. On ne peut pas gouverner avec des demi-mesures. On ne peut pas gouverner avec des ambiguïtés. On ne peut pas gouverner en étant tétanisé par un conformisme qui n'est pas à la hauteur de la situation d'aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon, nous on a plutôt l'impression que lui vous appelle à le rejoindre. Il vous donne des satisfecits en ce moment dans la presse. Il est très satisfait de vous. Je suis très Oui, j'ai vu qu'il était même prêt à être ministre. Je suis très satisfait de mon gouvernement. Parce qu'il a élargi le champ de nos idées sur la planification écologique, sur le protectionnisme. Il avance bien, Yannick Jadot. Voilà, il vous dit allié. Bon, en gros, il vous drague. Et est-ce que ça fonctionne? J'en sais rien. Et est-ce que ça fonctionne? Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, je ne lui ferai pas l'insulte de ne pas le considérer comme un grand professionnel de la politique, un grand roublard de la politique. Donc, si vous voulez, c'est plutôt drôle de dire que finalement, je deviens écolo en imitant Jean-Luc Mélenchon. Moi, ça fait 30 ans que je suis sur ces combats-là. Ça fait 30 ans que je défends l'Europe. Ce n'est pas totalement son cas. Ça fait 30 ans que je défends la démocratie dans le monde. Regardez ces déclarations sur la Russie et la Chine. Pour moi, ce sont des dictatures. Ce sont des dictatures agressives. Des dictatures agressives. Donc vous êtes incompatible avec Jean-Luc Mélenchon? Non, on a des choses en commun. Mais vous savez, à un moment donné, la question, ce n'est pas sa personne, ce n'est pas ma personne. Le sujet, c'est quel projet on se donne pour gagner et transformer notre pays, pour améliorer la vie des Françaises et des Français, pour que le climat devienne le prisme par lequel passent toutes nos politiques publiques, pour qu'on remette du pouvoir aux salariés dans les entreprises, pour que sur nos territoires, même les plus reculés, il y ait une maison de santé, il y ait une poste, il y ait une école, et qu'il y ait des emplois, qu'il y ait des paysannes et des paysans, parce qu'on sera sorti de l'agriculture industrielle. C'est ça le projet que je veux porter. C'est à la fois un projet, vous le voyez bien, d'urgence, mais c'est un grand projet de réconciliation de notre pays. C'est un grand projet où on arrête de se diviser, on se retrousse les manches, on se serre les coudes, on avance ensemble, et non seulement on retrouve la fierté d'être française et des Français, ce qui est souvent le cas pour beaucoup d'entre nous, mais on redevient un modèle. Vous savez, la France, au XVIIIe siècle, c'est la raison, et c'est un modèle pour ça. Au XIXe siècle, c'est la démocratie. Au XXe siècle, c'est le social. Et le XXIe siècle, pour la France, ce sera l'écologie, et on éclairera le monde de l'exemple qu'on pourra donner. Comme bien souvent, ça file vite, le temps. J'ai encore deux questions à vous poser. Il y en a une qui est très pragmatique, les parrainages. C'est la question un peu du moment. Vous êtes plutôt en sécurité question parrainage, parce que oui. Si Emmanuel Macron était candidat, il y a 600 maires qui ont signé une forme de soutien pour Emmanuel Macron. Lui, il est plutôt rassuré visiblement. Moi, je ne suis pas inquiet. Vous n'êtes pas inquiet non plus? Vous savez, on a eu toutes les campagnes qu'on a faites, on les a eues. Et aujourd'hui, il ne vous a pas échappé qu'on a eu de gros succès au municipal, au départemental, au régional. Donc, on n'aura pas de problème de ce point de vue-là. J'ai une toute dernière question. Un chasseur a tué une ours dans les Pyrénées. Après avoir été mordu, ça relance le débat sur la présence des ours dans les Pyrénées. C'est ce qui fait dire à des opposants que la cohabitation avec les ours n'est pas possible. Et qu'en pensez-vous? Je trouve ça triste de considérer qu'en fait, il ne peut plus y avoir de nature sauvage dans notre pays. Les ours ont été réintroduits, ça fait partie de nos obligations internationales, mais ça fait partie aussi de notre relation à la nature. La nature, ce n'est pas simplement une nature maîtrisée, ce n'est pas simplement une nature humanisée, ce n'est pas simplement une nature, au fond, qui aurait été transformée par l'homme. Il faut qu'une partie, y compris dans notre pays, soit une nature qui soit une nature sauvage. On le gère avec les éleveurs, c'est parfois tendu. Sur la question de l'ours, sur la question du loup, il y a de nouvelles techniques, il y a de nouvelles approches qui permettent d'avancer, qui permettent de réconcilier. Mais on ne peut pas vouloir sauver les éléphants en Afrique, les lions, et pas protéger les ours dans notre pays. Je vous remercie beaucoup Yannick Jadot d'avoir été notre invité dans Toute France.